Bienvenue, on est au Salon des maires iNews Expérience Client et on va parler du 100% France dans ce secteur. C'est avec Jean Régnier, président, fondateur de Commerce. Bonjour Jean. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. On est ravis de vous avoir pour parler justement de ce 100% bleu, blanc, rouge. Commerce, justement, c'est la relation client externalisée, mais 100% France. C'est encore possible aujourd'hui de faire du 100% français avec obligatoirement un coût raisonnable par rapport à l'offshore? Alors c'est encore possible, sinon on ne serait plus là. C'est effectivement un chemin difficile, un chemin de crête, où même les entreprises qui continuent à privilégier le Made in France, au moins certaines d'entre elles nous rappellent régulièrement que des solutions à bas coût ou à moindre coût existent. Elles sont nombreuses, il y a beaucoup de destinations en Afrique, au Maghreb, à Madagascar. Et l'écart est très très important. Donc, alors comment vous faites justement pour être performant, parce que vous l'êtes? On vise à l'être parce que forcément nos clients ont des attentes à la fois qualitatives, parce que nous sommes les ambassadeurs des marques qui nous font confiance, donc on doit avoir une sélection et un recrutement particulièrement exigeant. On doit aussi beaucoup investir en formation pour garantir la qualité de l'expérience client, des clients encore une fois qui nous font confiance. On doit atteindre des niveaux de productivité là encore qui sont très élevés parce que finalement nos clients poursuivent deux objectifs distincts. L'un d'entre eux, c'est offrir la meilleure expérience client possible à leurs clients, pour être meilleur que leurs concurrents face à des enjeux d'acquisition, pour être meilleur que d'autres sur les enjeux de développement du portefeuille client, de la valeur du client et sur la fidélisation de leurs clients. C'est une guerre commerciale que se livrent les marques entre elles. Donc maximiser la qualité de l'expérience client et en même temps optimiser les coûts de la relation client. Donc c'est extrêmement tendu parce que, vous l'avez rappelé à juste titre, la concurrence de l'offshore nous fait faire un grand écart dans une proportion à peu près de 1 à 7 dans certains cas. C'est énorme. C'est énorme, c'est clairement énorme. Donc des clients pour certaines raisons qui peuvent tenir à la localisation géographique de leurs propres clients, à la nature de leurs clients, voire un sujet qui je pense va prendre plus d'importance dans les mois qui viennent, la notion de sécurité et de souveraineté de la donnée. Considère quand même que de choisir un partenaire tel que Commerce, qui garantit, je dis bien garantit, le 100% Made in France, est aussi un instrument qui leur permet, vis-à-vis de leurs propres clients, de garantir cette souveraineté de la donnée, cette sécurité, et un niveau de communication et de valorisation de leur image de marque à la hauteur de leurs attentes. Alors je ne sais pas si vous le saviez, je ne le savais pas non plus, je l'ai appris récemment puisque c'était sur ce plateau il y a quelques minutes avec Caroline Nadan, la déléguée générale du SPDC, qui me révélait que en fait en offshore, souvent les écrits en français étaient meilleurs que dans l'Hexagone. Alors je ne peux pas totalement le contester, même si je vais farouchement défendre les solutions françaises. Il ne faut jamais sous-estimer la concurrence, et notamment le fait que dans certaines destinations offshore, les populations qui sont recrutées et qui interviennent sur certains centres d'appel, pas tous, loin s'en faut, peuvent dans certains cas avoir un niveau de maîtrise de la langue française et de toutes ses particularités qui est assez élevé. Donc ça pose des sujets face au challenge que doit relever l'éducation nationale, que doit relever aussi parfois l'université française et l'enseignement de la langue française, de la posture aussi qu'on a vis-à-vis du monde de l'entreprise. Alors revenons en France et au 100% français. Je crois que vous êtes présent à Nantes, Lille, Toulouse, Aix et Paris. Il y en a peut-être d'autres? Alors, pas dans toutes ces destinations. On est surtout présent en Île-de-France, à Orsay, où nous avons 2 sites. On est présent également à la porte de Versailles, puisque Commerce a parmi ses clients Viparis. Et nous en sommes très fiers d'ailleurs. Et des équipes qui sont implantées dans les locaux de nos clients dans un certain nombre de cas. D'accord, et de ces régions dont... Enfin, alors, on n'est pas dans les régions que vous avez citées. C'est marrant, il me semblait avoir pris ça sur votre site internet. Non, donc on est plutôt sur les régions où vous étiez, mais pas finalement en province. Alors, pour l'instant, on n'est pas en province. On a choisi d'être proche de nos clients. Là encore, on a été très souvent sollicité par des pôles de développement de certaines régions qui offrent beaucoup de choses.
Enfin, ça c'était avant parce que je pense que ça commence à changer. Nous, on a tenu à être très proche de nos clients pour permettre à leurs équipes de venir au contact des équipes qui leur sont dédiées, être dans la proximité pour renforcer aussi la capacité à co-créer, la capacité aussi à adapter très très vite un certain nombre d'outils, renforcer aussi l'engagement des équipes qui sont, encore une fois, dédiées aux marques que nous servons. Et ce sont des métiers où il y a un niveau d'exigence très élevé, où il y a assez peu de leviers de reconnaissance. Donc le simple fait que nos clients viennent au contact des équipes, travaillent avec elles, contribue beaucoup à la qualité et à la performance de ce que nous sommes collectivement capables de délivrer. Est-ce qu'il s'agit de certains secteurs très précis qui veulent faire appel au 100% français ou on est vraiment diversifié? Alors on est très diversifié, ça peut paraître surprenant. Commerce a des clients dans le secteur public. Alors nous sommes aujourd'hui au Congrès des maires de France et des intercommunalités et je les salue et je pense que certains d'entre eux devraient faire appel des acteurs comme Commerce 100% Made in France. Mais nous avons, et nous en sommes très fiers, la Tour Eiffel parmi les clients de Commerce. Nous avons aussi le centre Georges Pompidou. Ça nous donne une dimension culturelle dont on essaie de s'inspirer régulièrement. On a aussi des agences régionales de santé. Et pour faire bonne mesure dans le secteur privé, nous avons des acteurs alors comme le CNAS, qui est présent d'ailleurs à quelques mètres de nous sur ce salon. Beaucoup d'acteurs du développement durable, des acteurs qui sont éco-organismes eux-mêmes. Donc je suis allé saluer certains de nos clients comme Citeo, comme Valobat, comme Alcom. Qui sont des entreprises nouvelles en plein développement et qui sont très en ligne avec l'ADN et les valeurs de commerce. Et ça, je pense aussi que c'est quelque chose de très important. Puis après, nous avons des acteurs assez historiques comme venteprivée.com, que tout le monde connaît sous le nom de VP aujourd'hui, comme Cultura, donc on est très présent dans le secteur du e-commerce, ou des secteurs que je qualifierais de plus traditionnels, je ne sais pas si le terme est adapté, mais comme Velux, comme Vipari, comme Acova, et beaucoup d'autres encore, des clients dans le secteur des mutuelles également. Nous sommes passés à en saluer quelques-uns qui étaient présents également à ce salon. Alors si on devait lister quelques avantages du 100% français, pour, entre autres des entreprises qui se poseraient la question. Alors parmi les avantages, on rappelle souvent aux chefs d'entreprise, et on a sans doute raison de le faire, que la RSE c'est une responsabilité sociétale et environnementale. Et que je pense que quand on fait le choix d'une Made in France, quelque part, on peut être assez fier de ce choix qui est un choix que je qualifierais de courageux parce que la guerre commerciale est difficile. Donc on ne cherche pas forcément à maximiser les profits à court terme. On travaille à un projet d'entreprise qui a en son cœur et comme finalité l'humain avant tout, qui nous impose d'être sains économiquement. Donc les entreprises doivent être capables d'assumer leur développement et garder leur liberté dans ce sens-là. Donc choisir le Made in France, c'est participer aussi de cette responsabilité sociétale et environnementale. C'est faire le choix aussi, je pense, au travers de la proximité, puisque nos collaborateurs sont du même village, entre guillemets, ils baignent dans le même bain culturel, sociétal, linguistique. Donc je pense que ça contribue à optimiser la qualité de la communication, parce qu'on se comprend mieux d'emblée. Je pense que ça valorise mieux l'image de marque de nos entreprises et clientes, les grandes marques qui nous font confiance. On sait tout l'investissement qu'il faut faire pour construire une marque et une image de marque de qualité. On sait qu'elle peut être ruinée en assez peu de temps. C'est vrai. Donc c'est un choix qui est extrêmement important. On parle assez rarement des coûts de la non-qualité, mais on pourrait rester ensemble un long moment cet après-midi pour en parler. Je pense aussi que la question, encore une fois, de la souveraineté de la donnée est quelque chose de très très important, qui rejoint ce que j'évoquais à l'instant, les coûts de la non-qualité, et pas seulement. Mais c'est vrai que quand quelqu'un ne comprend pas très très bien son interlocuteur, qu'il a aussi des contraintes de productivité à satisfaire, il va vraisemblablement historiser dans les systèmes d'information une data qui sera peut-être incomplète, qui sera peut-être déformée. C'est sur cette data derrière que les équipes marketing vont travailler pour bâtir la stratégie de l'entreprise de demain. Donc je prendrai une image, quand un boulanger travaille de la mauvaise farine, vraisemblablement il va sortir une mauvaise baguette. C'est ça les coûts de la non-qualité. Donc pendant longtemps la France a fait le choix des profits à court terme en délocalisant, en désindustrialisant
Je pense qu'on voit les limites de ces choix-là. Il faut peut-être remettre un petit peu de raison et ramener le curseur un petit peu vers la France. Je pose une question à tous ceux qui nous écoutent, puisque nous avons un régime de retraite pour l'instant par répartition. Pour tous ceux qui détruisent des emplois en France pour les mettre à l'offshore pour gagner quelques euros à l'heure, qui va payer votre retraite demain? C'est sûr. Regardez un petit peu plus loin que le bout de son Voilà, nez. c'est peut-être ça le développement durable. On a clairement vu les avantages du 100% français. Maintenant, si on pouvait parler des inconvénients, des obstacles que vous rencontrez. Le premier d'entre eux, je pense que tout le monde le connaît, c'est que le coût du travail est très élevé en France. Ouais. Je redonnais l'écart tout à l'heure, mais aujourd'hui, en France, pour parvenir, on va dire, à faire vivre dans des conditions décentes une entreprise dans le secteur de la relation client, si on parle en termes de taux horaire, on va se situer couramment dans une fourchette entre 30 et 35 euros de l'heure d'un téléconseiller, d'un télévendeur, d'un téléopérateur. J'ai vu récemment des propositions commerciales émanant de Madagascar où on est entre 5 euros et 7 euros de l'heure. Donc je pense qu'il y a assez peu d'industrie, puisque je pense qu'on est classé dans le monde industriel, même si e-commerce n'a pas une taille industrielle et ne souhaite pas l'avoir d'ailleurs. Mais ça montre l'ampleur de la difficulté que nous devons atteindre. S'ajoutent à celle-ci d'autres difficultés typiquement françaises. Je pense qu'on a un droit du travail qui est très complexe et qui ne facilite pas la vie des chefs d'entreprise. Malheureusement, on a vu des entreprises quitter le territoire hexagonal parce que même quand on avait sur la base du volontariat des collaborateurs souhaitant choisir plutôt le travail du week-end, pour ne pas dire du dimanche, ben non, le législateur en France empêche les gens de faire ce qu'ils veulent. Alors je croyais qu'au fronton de nos bâtiments publics, le premier mot écrit était le mot liberté. J'aimerais bien que ceux qui nous dirigent et qui font les lois s'en rappellent de temps en temps et regardent ce qui est inscrit au fronton des monuments publics. Combien de collaborateurs actuellement chez Commerce? Aujourd'hui, environ 400 collaborateurs et Ouais. on reste en progression cette année et on espère que cette belle aventure va continuer. Commerce va fêter prochainement ses 20 ans. Donc on est raisonnablement confiant parce que notre marché continue à se transformer. Le phénomène de concentration s'est poursuivi. Donc quand deux acteurs fusionnent, ça veut dire qu'il y a un concurrent en moins. Et celui qui reste est beaucoup plus gros. Ouais. Ça ne fait pas forcément l'affaire de tout le monde. Donc coucou, on est là et on sait offrir des solutions très agiles, très sur mesure et très durables à nos clients. Et on espère qu'un certain nombre d'entre eux vont, comme on dit élégamment, reconsulter le marché. Et on espère que peut-être un certain nombre d'entre eux nous rejoindront. On voit aussi que l'intelligence artificielle va transformer les métiers, et le nôtre en particulier. Beaucoup d'acteurs sont devenus très gros en allant chercher ce qu'on appelle le niveau 1, donc les interactions les plus simples. Ensuite, ils sont allés les mettre à l'offshore. Il n'est pas déraisonnable de penser que les solutions performantes d'intelligence artificielle vont remplacer en premier ces interactions de niveau 1. Alors, il ne faut surtout pas, et on reboucle avec notre propos antérieur, sous-estimer la capacité de réaction d'un certain nombre de confrères, y compris à l'offshore. Donc ça pose aussi aux Français et aux entreprises qui, comme Commerce, agissent sur le territoire français, de vrais enjeux de formation de nos équipes pour les faire monter en compétences. Ça posera inévitablement aussi la question de la revalorisation progressive des métiers de la relation client, parce qu'aujourd'hui, il y a un niveau d'exigence sur la qualité des profils, sur leur niveau de compétence, sur leur agilité, sur les outils informatiques. J'ajouterai également les niveaux de productivité attendus, avec en plus le sourire du lundi matin au vendredi soir quand on ne travaille pas la nuit ou les week-ends, qui fait qu'aujourd'hui, ces métiers-là sont insuffisamment revalorisés et qu'on essaye de contribuer à les revaloriser. Vous n'avez pas de problème justement de recrutement de talent par rapport à tout ça? Alors recruter n'a jamais été facile, ouais. Surtout quand on est exigeant. Ouais. On accompagne beaucoup, donc au sein de Commerce, il y a Commerce Talent qui est en plus une société de recrutement et de formation certifiée Calliope. Donc on a un investissement très très fort en nombre d'heures sur la formation initiale et continue de nos équipes. Et sur tous les canaux? Sur tous les canaux. Ouais, on est vraiment multicanal. Et pour certains de nos clients, donc toujours dédiés, et pour certains de nos clients, on est également multilingue avec, dans certains cas, des collaborateurs natifs.
quels sont les défis que vous allez devoir relever l'année prochaine, enfin c'est demain, 2025, hein, par rapport à la situation politique qui, on le sait, est instable, mais aussi économique? Alors, les défis sont importants parce que et sont assez nombreux. Sur le plan économique, on va essayer de préserver nos marges. Donc voilà, il y avait des débats et je pense que Caroline Adam, juste avant moi, a dû exprimer le combat qu'elle mène pour toute la filière professionnelle et pour faire comprendre qu'on ne peut pas indéfiniment augmenter les charges supportées par les entreprises parce que nous, on est déjà tellement, pour prendre une expression couramment entendue, à l'os dans nos métiers qu'il n'y a plus rien à gratter. Ah oui. Et donc on sait très bien que quand le législateur rajoute encore des charges, forcément on est contraint de discuter avec nos clients pour voir dans quelle mesure ils peuvent accepter que ces charges leur soient répercutées. Je connais assez peu de clients qui se précipitent pour dire oui en pareil cas. Donc ça c'est un enjeu, l'enjeu économique reste effectivement important. Si on pouvait également simplifier le droit du travail, je pense que il y a du potentiel pour faire revenir un certain nombre d'acteurs si on assouplissait un petit peu en préservant les droits des salariés et la qualité de vie au travail de nos collaborateurs parce que, je le redis, je l'ai toujours écrit dans nos métiers, une bonne expérience collaborateur conditionne une bonne expérience client. Dans nos métiers, ce sont des métiers difficiles où il y a peu de facteurs de revalorisation, donc soyons extrêmement attentifs à nos équipes. Il faut vraiment les accompagner et les protéger. Donc il y a ces enjeux de formation et d'assouplissement du droit du travail en le faisant de manière concertée pour que chacun y trouve son compte, mais qu'on évite de perdre des emplois. J'adresserai aussi un message puisque nous sommes aujourd'hui entourés de représentants de la puissance publique. Je pense que nous pourrions être encore plus aidés parce que chaque consommateur est un acteur et que tout acheteur de la puissance publique a peut-être la capacité d'orienter ses choix, tout en respectant bien entendu le droit européen et le droit français, mais dans certains cas, de faire un peu plus d'efforts pour tenter d'adresser les projets vers des entreprises 100% françaises. Et quand je dis 100% françaises, ce n'est pas uniquement le fait que le site soit en France. C'est aussi que les actionnaires sont en France et payent leurs impôts en France. Parce que ce critère n'est pas toujours pris en compte et je pense qu'il le devrait. Vaste programme. Pour terminer, Jean Régnier, président fondateur de Commerce. Une question un petit peu canaille de ma part. Pourquoi avoir un nom anglais quand on œuvre sur le 100% français? Alors, c'est une très très bonne question qui m'a souvent été posée. Vous savez, quand on crée sa boîte, d'abord, c'est pas évident de trouver un nom qui soit disponible. Parce que certaines grandes entreprises ont déposé pléthore de noms et il devient difficile d'en trouver un. Donc j'en notais un certain nombre, je regardais s'ils étaient disponibles, beaucoup ne l'étaient plus, certains ne me plaisaient plus. Et un jour j'ai trouvé Commerce et j'étais à la naissance de mon projet et on a toujours une grande ambition. Et je me disais d'ailleurs qu'un jour peut-être cette entreprise pourrait travailler à l'international. Ce qui était le cas, figurez-vous, puisque j'ai créé Commerce en 2004 en France. J'ai aussi créé Commerce en Russie en 2007. Où j'ai eu jusqu'à 500 salariés. Et toujours dans le même modèle de proximité, donc on n'intervenait que sur le marché russe. Et je rassure tout le monde, tout s'est toujours très très bien passé, avec une éthique que j'ai rarement vue. Donc voilà, cette aventure s'est terminée pour des raisons que vous devinez. Et donc j'ai transmis mes parts à titre gratuit à ma directrice générale associée. Donc Commerce aujourd'hui opère sur la France et uniquement sur la France et a choisi effectivement ce positionnement du 100% service France garantie, du Made in France. On est partenaire des forces françaises de l'industrie. Donc on est très engagé. Si je devais reprendre l'image d'un assureur, une belle mutuelle que tout le monde connaît, qui je crois c'est auto-déclaré ou nommé assureur militant. Voilà, on est un prestataire un peu militant, engagé, et ça ne fait pas de nous les premiers. Et on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est écrire des partenariats durables avec nos clients, avec lesquels on partage une même vision d'un projet relation client. Et on partage les mêmes valeurs. Et surtout, on veille à les mettre en pratique. Sans écart entre les beaux discours dans les conférences marketing et autres salons et les actes qu'on pose derrière. Voilà. Vaste programme, comme vous le disiez. Jean Régnier, merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur un News Expérience Client. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.